Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson qui a l'immense plaisir d'être parmi vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à offrir aux mal et aux non-voyants des informations sur une foultitude de sujets pouvant les intéresser. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur l'histoire du monde, et le fascicule d'aujourd'hui s'intitule « Les plus belles femmes de l'Antiquité ». Section 1. Phryné. Son nom s'écrit P majuscule H R Y N comme Nicole, E accent aigu. Phryné était originaire de Thespie, ça s'écrit P majuscule H E S P I E S, en Béotie. Béotie s'écrit B majuscule E accent aigu O T I E. Elle s'est installée à Athènes en 371 avant notre ère. Cette ancienne marchande est alors devenue une prostituée dont la grande beauté était louée par tous les hommes. Assez paradoxalement, Phryné son nom signifie littéralement crapaud. Ce surnom lui aurait été donné à cause de son teint, qui était assez olivâtre. Il n'empêche que ses seins étaient réputés comme étant de véritables merveilles. Accusée d'impiété envers les dieux, elle était sur le point d'être condamnée quand son avocat, Hypéride, eut l'idée de dévêtir sa cliente. Les juges, émerveillés par tant de splendeur, renoncèrent à la condamner. Phryné aurait servi de modèle à Praxitèle, qui était un grand sculpteur de son époque, qui était aussi l'un de ses amants, pour la sculpture de l'Aphrodite de Cnide, qui est restée une sculpture très célèbre au fil des âges. Elle a inspiré de nombreux artistes du 19e siècle, dont notamment Jean-Léon Gérôme, et sa célèbre toile intitulée Phryné devant l'aéropage. Fin de la section 1. Section 2. Leontion. C'est écrit L majuscule E O N T I O N comme Nicole. Leontion, ou sinon on peut la nommer Léontium, a vécu au 3e siècle avant notre ère. C'était une Athénienne et une philosophe réputée. Elle fut d'ailleurs la maîtresse
d'Épicure, qui était un grand philosophe, un grand penseur de son époque, grec, ainsi que de plusieurs de ses élèves. Nous savons assez peu de choses sur cette femme. Elle a été dit qu'elle était une courtisane, mais cela n'est pas certain. À l'époque, les femmes qui souhaitaient mener une vie indépendante se faisaient courtiser afin de bénéficier d'une liberté refusée aux autres femmes. L'école d'Épicure était d'ailleurs très avancée sur son temps, puisque les femmes ainsi que les esclaves pouvaient assister aux cours. D'une grande beauté, Léontion peut être considérée comme la première suffragette. Indépendante d'esprit et de mœurs, elle dirigea une école de philosophie et conçut un traité dont parle le grand avocat romain Cicéron. Bravo! Fin de la section 2. Section 3, c'est Aspésie de Milet. Son nom s'écrit A majuscule S, non, c'est Aspasie de Milet, je veux dire. Son nom s'écrit A majuscule S, P-A-S-I-E, espace D-E, espace M majuscule I-L-E-T. Cet ami de Socrate, Socrate, l'un des plus grands penseurs que l'on connaît de tous les temps, vivait au 5e siècle avant notre ère. Elle aussi vivait au sein d'une société où la femme n'avait aucune possibilité de s'élever dans l'échelle sociale, ni d'exercer librement un métier. Cette femme qui a épousé Périclès devait vraiment être exceptionnelle, car aucun écrit ni aucun portrait n'est parvenu jusqu'à nous. Pourtant, sa grande beauté et son esprit subtil ont marqué l'histoire. Bien que les saints d'Aspésie aient été pendant longtemps considérés comme un canon de beauté, il est peu probable que c'est cette perfection physique qui a autant marqué ses contemporains. D'après Daniel de Johanna, qui a consacré un ouvrage à cette femme, début de citation, Aspasie de Milet, Égérie de Périclès, histoire d'une femme, histoire d'un mythe, fin de citation, début d'une autre citation, c'est plus certainement pour avoir tenté un enseignement nouveau, destiné plus spécifiquement aux femmes, alliant la rigueur de la rhétorique à la subtilité dans ce qu'on pourrait appeler la gestion de l'entreprise conjugale. Fin de la citation. Au fil des siècles, Aspasie est devenue un symbole du féminisme, mais surtout une figure des relations complexes que notre société entretient avec les femmes et la sexualité. Fin de la section 3. Section 4, Messaline. Son nom s'écrit M majuscule E-S-S-A-L-I-N-E. Valeria Messalina,
qui est de son nom latin, qui a vécu de 25 à 48 de notre ère, fut la troisième épouse de l'empereur romain Claude et donna naissance à Octavie. Pardon. Oui, c'est ça. Et donna naissance à Octavie, futur empereur, et à Britannicus. Impératrice, elle était réputée pour s'abandonner à toutes les lubricités. D'après Juvénal, elle entourait ses seins d'un filet d'or avant de se rendre dans les lupanars de la ville de Subur pour s'offrir à tous et à toutes, et gratuitement en plus. Ce n'est d'ailleurs pas sa conduite scandaleuse qui lui a valu d'être exécutée, mais pour avoir comploté contre l'empereur. Elle osa épouser Cécilius, qui se proposait de détrôner Claude. Vous imaginez? Elle était déjà mariée à l'empereur Claude et elle épousa secrètement un de ses amants en plus. Bon. Elle réussit à faire périr Polybe, affranchi au service de Claude, mais Pallas la fit exécuter, ainsi que Silius. Tous les historiens ne sont pas d'accord sur la soi-disant prostitution de Messaline. Certains ont par contre avancé l'hypothèse qu'elle souffrait probablement de nymphomanie. Une chose est sûre, Messaline était très belle. Fin de la section 4. Section 5. Cléopâtre 7. Son nom s'écrit C majuscule L E accent aigu O P accent circonflexe T R E. C'était la 7e qui portait son nom. Ah, ça je crois que c'est la femme la plus connue de l'Antiquité. Cléopâtre 7 qui naquit dans la ville d'Alexandrie en Égypte en 69 avant notre ère et qui mourut à Alexandrie en l'an 30 avant notre ère. Elle fut reine d'Égypte de l'an -51 à l'an 30 de notre ère. Elle fut l'un des personnages les plus remarquables de la dynastie des Lagides, qui restaura la puissance de l'Égypte au point d'inquiéter l'Empire de Rome. Elle fut successivement épouse de ses frères Ptolémée XIII, qui mourut en -47 avant Jésus-Christ, et de Ptolémée XIV, mort en 45 avant Jésus-Christ. Elle dut à Jules César son autorité sur l'Égypte lorsque celle-ci fut conquise par Rome et devint une province romaine. Son nom a traversé l'histoire comme synonyme de séduction. Sa grande beauté fit succomber Jules César, puis Marc-Antoine. Non seulement Cléopâtre était belle, mais de plus, elle possédait un esprit subtil.
Très cultivée, elle attirait les hommes autant pour son intelligence que pour son physique. Très consciente de son ascendant sur les hommes, elle n'hésitait pas à utiliser tous les stratagèmes pour les embouter. Elle allait au-devant de Marc-Antoine dans une galère aux rames d'argent et aux voiles de soie rouge. Elle-même était étendue sous une tente de drap d'or, pareille comme Vénus, les seins nus. Pourquoi voulut-elle à ce point séduire Marc-Antoine alors qu'elle avait été la maîtresse de Jules César? Eh bien, parce que Jules César, au sommet de sa gloire, fut assassiné au Sénat, durant une séance du Sénat, par le fameux Brutus, le fameux traître Brutus qui le poignarda à mort. Donc, la reine d'Égypte se trouvait sans protecteur puissant. Alors, elle décida de séduire le premier lieutenant de Marc-Antoine, le premier lieutenant, je veux dire, de Jules César, qui se trouva être Marc-Antoine. Elle eut 3 enfants avec Marc-Antoine. Ce dernier fit l'erreur de joindre au royaume d'Égypte plusieurs provinces romaines d'Orient. Au nom de l'Occident romain, Octave, qui était un neveu de Jules César et se destina lui-même comme étant le successeur du grand homme, déclara la guerre à la reine d'Égypte et à Marc-Antoine. Vaincu à Actium le 2 septembre 31, lors d'une grande bataille navale, Cléopâtre et Marc-Antoine s'enfuirent en Égypte, où ils se suicidèrent pour échapper aux vainqueurs. Cléopâtre se serait fait mordre volontairement par un aspic, afin de mettre fin à ses jours, car elle ne voulait pas paraître devant Octave, qui l'aurait fait enchaîner et traîner derrière son char de bataille à Rome, sur la voie Appia, pour son triomphe militaire. Elle voulait vivre en reine, en femme libre, et mourir en reine et en femme libre. Ensuite, après elle, l'Égypte n'eut plus de reine, ni de reine, ni de pharaon, et la civilisation égyptienne tomba en désuétude. L'Égypte devint totalement une province soumise aux lois et aux coutumes romaines. Elle est importante pour l'Empire car elle représentait son grenier du blé, un peu comme l'île de Sicile. Rome y tint toujours de grandes garnisons afin de maintenir une pointe de fer sur la défunte civilisation égyptienne. Donc voilà, et tous les enfants que Cléopâtre eut de César et de Marc-Antoine furent pourchassés et mis à mort afin que plus jamais la royauté égyptienne ne puisse renaître de ses cendres. Voilà, fin d'une grande reine et fin d'une grande civilisation que fut l'Égypte. Fin de cette 5e section et aussi fin de ce podcast. J'espère que cela vous a plu. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous.
Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.